Bonjour et bienvenue à l'Indépendant pour le 5e et dernier épisode de notre série consacrée au canal de Perpignan. Autour de moi, j'ai Dylan Planck qui est chargé de recherche à l'Université de Perpignan et chargé de mission chez Veolia et qui travaille avec nous depuis le début de cette série, mais qui travaille surtout sur l'histoire de ce canal que nous avons déjà évoqué depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un invité, c'est Georges Puitch, qui est responsable délégué à l'histoire à la ville de Perpignan, mais qui est aussi agriculteur et qui est un très bon connaisseur du canal. Il était d'ailleurs délégué à l'hydraulique jusqu'ici à la mairie de Perpignan, à la ville de Perpignan. Donc ensemble, on va, pour ce dernier épisode, essayer de voir quel est à la fois le présent et peut-être un peu le futur de ce canal. Et le présent immédiat, et là je me tourne vers Georges Puitch, c'est que on a fêté les 600 ans du canal. Et donc faites-nous un petit résumé de ce moment un peu particulier où on a donc des 6 siècles d'anniversaire du canal de Perpignan. Oui, les 600 ans sont tombés exactement le 25 avril 2025, donc, parce que le canal avait été remis en eau le 25 avril 1425 avec une immense fête à Perpignan, parce que suite à des crues dans les années 1416, tout le gros œuvre du canal, l'aqueduc des Sarrasins et l'aqueduc de Saint-Pierre à Rodez, près de Vinça, avait disparu. Il avait fallu les reconstruire, puis ils ont de nouveau disparu, ils ont été emportés par une crue en 1421. Les consuls de Tuire à l'époque n'avaient pas voulu financer, les consuls de Perpignan non plus. Finalement, c'est la reine d'Aragon, Marie d'Aragon, l'épouse d'Alphonse V le Magnanime, qui était partie à Naples et qui avait abandonné sa femme, qui était lieutenant général d'Aragon. Donc, c'est elle qui a donné ordre de reconstruire le canal, mais pas au même endroit. Il a été reconstruit, la prise d'eau a été faite à Ille-sur-Tête. Elle a été commencée en 1423, financée entièrement par Perpignan. Et donc, ce qui a amené ensuite les consuls de Tuire et la ville de Tuire à construire un autre canal plus tard, quelques années après, ça a dû leur coûter beaucoup plus cher. Et cette prise d'eau a été faite à l'endroit où elle est aujourd'hui, derrière la ville d'Ille. Et ça a duré 2 ans. Il y avait 120 hommes, 77 jours pour creuser le canal avec 120 hommes. C'est sur 15 km à la main, c'était extraordinaire. Hein. Et la jonction s'est faite au-dessous de Tuire, au rond-point des Rosiers du Mas de Sao, au Mas Arnau exactement. Et l'entrée de l'eau a été faite avec tout le faste qu'on peut imaginer, le 25 avril 1425. Donc ça, on a fêté les 600 ans là, par une conférence il y a quelques mois. Ouais, donc on voit bien toute la profondeur historique de l'histoire de ce canal. On a beaucoup parlé donc, avec Dylan au cours des épisodes précédents. Aujourd'hui, donc, Dylan, ce canal, comment on pourrait le décrire notamment, est-ce qu'il a bien vieilli? Quelle est la situation du canal aujourd'hui? C'est compliqué. L'entretien est fait donc toujours par la municipalité de Perpignan qui est toujours propriétaire. La sécheresse, on a vu que ça a causé beaucoup de difficultés sur justement l'approvisionnement en eau pour les agriculteurs, etc. On a eu un canal à sec pendant certaines périodes et donc les gens sont beaucoup questionnés aujourd'hui sur qui gère ce canal, comment il est entretenu, est-ce qu'il est encore bien entretenu ou pas, parce que des gens qui voient un canal en terre, des fois ça fait peur, on se demande pourquoi c'est encore en terre aujourd'hui, à notre époque. Et donc les gens sont parfois dans l'incompréhension et après il y a beaucoup de difficultés. On voit bien que l'aqueduc des Arcades par exemple a un manque d'entretien. Aujourd'hui il y a des besoins de rénovation, il y a des fuites si je dis pas de bêtises, et après voilà, il y a eu des travaux qui ont été faits par le passé. Si je dis pas de bêtises, il y a eu la prise d'eau qui a été automatisée au niveau d'Ille-sur-Tête, je pense que Georges Puitch pourra en parler, qui est tout à fait récent. Voilà. Donc il y a quelques petits aménagements qui ont été opérés, mais il y a encore un gros travail à faire et on voit même sur le long du parcours qu'il y a parfois des vannes encore qui sont détériorées ou des choses comme ça. Donc c'est des questions qui se posent et qui aujourd'hui qui sont dans l'actualité. Ouais, ces questions qui se posent aujourd'hui se sont toujours posées, Georges Puitch, mais est-ce qu'elles sont un petit peu différentes aujourd'hui par rapport justement à l'ancienneté de ce canal et finalement à l'usage qui en est fait? Oui, il y a une évolution, notamment ces 50 dernières années, mais il faut rappeler que quand même ce canal, il a été... D'abord, c'était le canal de Tuire à l'origine, qui a été rallongé
à la fin du XIIIe siècle par Jacques II de Majorque pour alimenter le château royal. Et il a bien, dans les lois fondamentales du canal, qui sont de l'époque de Jacques III, donc dans les années 1339-1340, il est bien stipulé qu'il y a 2 meules d'eau, une meule pour le château royal et une autre pour la ville, c'est-à-dire 300 litres d'eau pour le château royal, c'est-à-dire pour l'armée. Et il y a toujours l'armée, hein. Ils ont un droit d'eau de 300 litres d'eau. Et 300 litres d'eau pour la ville. Ça, c'est la loi fondamentale du canal. Elle est immuable, c'est encore aujourd'hui. C'est antérieur au traité de Villers-Cotterêts, 1540, c'est la loi française. Bon, nous, on était aragonais, espagnols, mais enfin, on est sous loi française aujourd'hui. Donc ça, c'est le fondement même. Après, il y a des droits, comme le mas de Fontcouverte, qui a lui aussi un droit énorme. Cabestany aussi a un droit très important. Enfin, il y a eu plusieurs donations, plusieurs délibérations qui ont été faites au fur et à mesure par les consuls ou par la monarchie. Vous parliez de l'entretien. L'entretien, à l'origine, il était fait par la nation de l'époque, c'est-à-dire par la monarchie, par les rois de Majorque, les rois d'Aragon. Puis ensuite, il y a eu un roi français qui a été peut-être plus intelligent, c'est Charles VIII, qui l'a donné à la ville de Perpignan en 1488. Oui, c'était un cadeau empoisonné. Hein. Voilà, il a donné les problèmes en même temps que le cadeau. C'était le cadeau empoisonné. Donc la mairie, les consuls à l'époque l'ont mis en fermage. Le fermage a duré jusqu'en 1882, ça a duré 5 siècles. Et donc il faut quand même signaler qu'il a toujours fonctionné pendant les guerres, pendant les révolutions, nuit et jour, sans arrêt. Hein. Sauf en 1344, le roi d'Aragon a cassé le canal pour assoiffer Perpignan et le roi de Majorque a dû céder et céder la ville au roi d'Aragon. Donc vous voyez la fonction extrêmement importante de ce canal. Hein. En temps de guerre, il tenait la ville en fait. Et l'entretien a été assuré donc par une régie depuis 1882. La ville a pris des décisions qui, à mon avis, ont été négatives dans les années 1910, lorsqu'il a fallu mettre les égouts et détruire une partie du canal. Puis ensuite, dans les années 70, lorsqu'on l'a coupé pour l'envoyer vers San Vicens. Bon, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'il est en terre? Parce qu'à l'époque, on faisait tout en terre. Et c'est très bien parce que c'est écologique et ça permet d'alimenter la nappe phréatique. Encore aujourd'hui, on en a parlé effectivement dans les épisodes précédents. Le fait que, d'ailleurs, il y a eu Dylan nous expliquait qu'il y avait eu des expériences de fait où on a mis en eau le canal uniquement dans l'objectif d'alimenter des nappes phréatiques en plein cœur de la sécheresse. On déverse l'eau au Masconte, qui appartient à la ville de Perpignan, sur des terrains qui appartiennent au conseil général et qui alimentent la nappe phréatique juste au-dessous, qui alimente Perpignan. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que l'état du canal vous paraît satisfaisant? Non, il faut le drainer, il faut restaurer l'aqueduc des Arcades qui a été reconstruit en 1368 sous l'ordre de Pierre le Cérémonieux. Et alors, l'aqueduc des Arcades, c'est celui qui est entre Auchan et le rond-point des Arcades. On y accède par la zone commerciale de la Villa du Flot. Et il est en terre cuite. C'est exactement les mêmes que le Castillet. Il a été reconstruit la même année que le Castillet, en même temps. C'est les mêmes types de briques. Les mêmes. C'est Pierre le Cérémonieux qui avait fait construire une prison, le Castillet, pour mettre les Perpignanais. Et comme le canal en bois des rois de Majorque s'écroulait, il a fait reconstruire l'aqueduc. Cet aqueduc, maintenant, il y a des fuites énormes. Moi, quand j'étais délégué à l'hydraulique, à la SCANAS, j'avais demandé qu'on répare. Alors, il y a toute une étude qui a été faite, un chiffrage très important. C'était il y a 4 ou 5 ans. C'était au moins 150 000 €, mais même plus si on voulait vraiment tout réparer. Les dernières réparations, c'était 1978, mais vraiment, le canal lui-même dessus, les grosses réparations, c'était 1725. Il y a la plaque dessus. Ça coûtera très cher, mais il faut absolument le faire. Mais je pense qu'on pourrait quand même réparer comme ça nous-mêmes. Hein. Ouais. Est-ce que c'est un monument classé? Oui, il est classé. Il est classé normalement, autour, sur 500 mètres, on n'a pas le droit de construire et ça a été construit. Oui, c'est extrêmement. Il faut absolument empêcher les constructions. D'ailleurs, il y a un lotissement qui devait être construit juste près des Arcades, de l'hôtel des Arcades, au bord du canal, et il a été reculé de 10 mètres. D'accord, 10 mètres. C'est énorme. Est-ce que ça pose des problèmes aussi de rénovation, le fait qu'il soit classé? Est-ce que ça coûte plus cher? Oui, ça coûte plus cher, mais on pourrait quand même... Oui, il y a une marge de manœuvre qui vous... On sait où sont les fuites, hein. Voilà. On les voit. Elles sont faciles à voir. Ouais. Ok. Donc effectivement, ça pose, Dylan, la question un petit peu très ancienne de qui s'occupe du canal? Parce qu'en fait, qui appartient au canal? On voudrait tous en être propriétaires, c'est pas le problème, mais surtout qui paye pour entretenir. C'est un petit peu ça la difficulté de savoir à qui doit appartenir le canal.
Aujourd'hui, c'est la ville et depuis très longtemps, comme l'a dit Georges, ça appartient à la ville et c'est elle qui gère, etc. Même s'il y a la question du fermage, etc. Mais justement, surtout face à ces gouffres financiers, le développement des grands systèmes d'adduction d'eau potable, il y a cette question du canal qui s'est posée à des temps historiques importants sur la question de s'en dessaisir ou pas, le donner en gestion à quelqu'un d'autre. Si on gardait juste, par exemple, la propriété et après c'est quelqu'un qui l'entretenait, qui le gérait, etc. Et ça a apparu à certaines périodes clés, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale. J'ai pris quelques notes par rapport à ça. En 1938, par exemple, la ville va mettre en place une commission, va demander à une commission d'étudier la question de se dessaisir de la gestion de ce canal. Donc il y a un dossier qui va être monté et qui va être freiné en fait avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, très clairement. Et c'est à partir de là justement qu'on l'a évoqué dans les épisodes précédents que cette gestion du canal elle va être maintenue durant quelques années, où il y a juste une continuité de service pendant, on va dire, une trentaine d'années avant l'apparition de Villeneuve, etc., dans les années 70. On va en parler, ouais. Et en fait, en 1940, par exemple, donc la ville va refuser l'idée de céder ce canal par rapport à ses droits d'eau. Justement, elle voulait garder ses droits et si elle donnait le canal à quelqu'un d'autre, elle avait peur que ses droits soient remis en question. Donc à partir de là, elle va refuser l'idée. Elle va émettre l'idée de donner un bail à un syndicat intercommunal. Donc là encore, il y a une autre question qui s'est posée. En 1943, la mairie de Perpignan va proposer un projet d'aménagement justement et de réfection complète du ruisseau pour prévenir les inondations qu'il y a eu dans les années 40-42, là où il y a eu des crues énormes et qui a impacté beaucoup le canal. Et en fait, cependant, avec la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des pénuries de matériaux énormes parce que la priorité était donnée ailleurs. Et la demande va être rejetée par le ministre en 1944. Donc leur projet de réfection va être totalement rejeté par le ministère. Et donc ce dernier va poser une condition au fait qu'on puisse réparer ce canal et donc avoir des matériaux sur la modification préalable du régime d'exploitation du canal. Donc là, il fallait changer qui s'en occupait. C'est ça, c'est venu de plus haut la question de se dessaisir de la gestion du canal. Et donc le conseil municipal de Perpignan va faire appel au préfet pour étudier la possibilité de changer tout ça. Et donc il y a la création d'une association de communes pour prendre en charge la gestion du canal qui va être préconisée. Cependant, les solutions techniques et administratives, c'était quand même très compliqué. Donc, en fait, et avec la Seconde Guerre mondiale, cette question va complètement être oubliée et donc on va complètement l'écarter. Et dans les années 60, ça va un peu revenir sur table. Il y a une étude qui va être menée sur la création d'un organisme dédié complètement à la gestion du ruisseau qui va être posé pour faire face justement aux préoccupations des irrigants sur cette gestion qui était... Ils trouvaient à l'époque que le canal était déjà mal géré dans les années 60 et donc la commune va se poser cette question-là et le maire va refuser cette proposition puisqu'il considère que le problème n'est pas lié à la gestion du canal mais aux difficultés qui sont rencontrées et qui font écho à ce qu'on a parlé déjà dans l'actualité sur le fait qu'à la prise d'eau d'Illy-sur-Tête, il n'y avait pas suffisamment de débit pour alimenter le canal et donc ça fait complètement écho à des questions d'actualité. Et là, on arrive donc en 1974 où pour le coup, c'est toujours la mairie de Perpignan, toujours la commune qui gère le canal, mais avec une convention avec le département, parce qu'à ce moment-là, le département a besoin de ce canal. C'est le moment où il faut alimenter la retenue d'eau de Villeneuve-de-la-Raho. Vous nous en parliez avant cette émission, Georges, cette fameuse convention de 1974. Déjà, je voudrais dire, je suis agriculteur, j'ai une parcelle sur le canal de Thuir, juste en amont du canal de Perpignan. Les agriculteurs, on est toujours contents quand il pleut, il y a de l'eau, et on trouve que le canal est bien géré, et quand il y a la sécheresse, on trouve qu'il est mal géré. Et donc, c'est juste une question, en fait, est-ce qu'il y a de l'eau, comme vous le disiez, s'il y a de l'eau à la prise d'eau, mais il n'y a aucun problème, il y a de l'eau pour tout le monde, et là, on trouve qu'il est très bien géré. La prise d'eau, elle est faite pour 2400 litres seconde. Et les droits du canal aussi, c'est énorme, ça ferait 60 millions de mètres cubes. Le lac de Villeneuve fait 17 millions de mètres cubes, il a besoin grand maximum de 10 millions par an. Donc, les dimensions du canal tel qu'il est aujourd'hui, en l'arrangeant bien sûr, sont suffisantes. On n'a pas besoin de l'agrandir, ni de mettre un tuyau, ni Dieu sait quoi. Il suffirait de le restaurer tel qu'il était. Mais est-ce qu'il y a de l'eau à la prise? Est-ce qu'il pleut? C'est ça le problème. Donc en 1974, on a créé, le projet du barrage de Vinça s'est réalisé. C'est un vieux projet, il datait de Bartissol 1882, et même avant, Jobert en 1820 en parlait déjà, 1821. Mais il a fallu amener l'eau à Villeneuve. Alors la mairie de Perpignan a concédé un déversoir pour les eaux, le surplus des eaux de ruissellement. Ce déversoir est toujours au Mas-Bresson. Et c'était que pour les eaux de ruissellement. Mais en hiver, les eaux de ruissellement, ce sont des millions de mètres cubes. C'est tout le surplus. Tout ce dont la ville n'a pas besoin. La ville avait besoin grand maximum de 18 millions de mètres cubes, qu'on n'a absolument pas besoin en fait.
Donc il y avait largement de quoi remplir le lac de Villeneuve. Mais en 2022, il n'y avait pas assez d'eau. Donc c'est là où le problème s'est posé, parce qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas assez d'eau pour qui que ce soit, ni pour Villeneuve, ni pour les agriculteurs, ni pour la ville. Oui, c'est le principe de la sécheresse, c'est que tout le monde en a besoin et personne n'en a. Voilà. Donc en 1974, Aldouy avait signé cette convention qui était bien faite, surplus des eaux de ruissellement. Et en 2008, Pujol, le maire, avait fait un avenant pour les travaux. C'était au Conseil général de rembourser 90% des emprunts des travaux. C'était assez compliqué. Bon, il y a eu des réformes, mais elles sont en cours, on peut dire. Oui, il y a beaucoup de réformes en cours, parce que, et ça sera notre dernière question, alors peut-être que on va donner la conclusion à Dylan, qui nous a accompagnés pendant toutes ces émissions. Toutes ces réformes en cours, effectivement, la sécheresse a montré à la fois que cet outil est toujours d'actualité, et puis a démontré qu'il y avait des enjeux énormes sur la question de la gestion de l'eau et donc du canal. Oui, complètement. On l'a vu à travers les différents épisodes. Et justement, il y a toute cette question de sensibiliser la population qui en demande. Et donc, il y a tout un travail autour de la valorisation de ce patrimoine, d'un point de vue culturel, éducatif aussi. Et après, il y a des questions qui se posent, je pense, justement, entre la ville et le département. Est-ce que la région a un rôle à jouer dans tout ça? Et après, sur la question de valorisation du patrimoine, il y a un travail énorme à faire et qui est aussi une partie de ma thèse, justement, dans l'idée de travailler à tout ça. Bon, on voit bien que cette histoire qui a 600 ans est en fait toujours aussi actuelle et toujours aussi intéressante à suivre et à commenter. On vous remercie beaucoup, Georges Puit est venu. Merci aussi à Dylan. On a passé 5 émissions ensemble qui étaient très agréables. Et donc, merci à tout le monde. Et puis, j'espère que cette série sur le canal de Perpignan aura plu aux lecteurs et aux internautes de l'Indépendant. Voilà, au revoir. Merci.